Alors, on va parler de Big Data maintenant, mais dans un autre contexte qui est celui de la ville intelligente, puisque donc on a longuement discuté des équipements connectés privés à domicile, et donc finalement du périmètre de responsabilité du citoyen que l'on est, hein, quand on met ces équipements, et des risques que l'on encourt, et finalement de la responsabilité que l'on pourrait subir. Si on étend ça au niveau de la ville, le président Estrosi racontait hier que la ville de Nice, c'est 1300 caméras. Paris, c'est 1000 caméras. Nice est considérée comme la 10e ville la plus smart au monde. Et on est dans une tendance très, très forte qui consiste à surveiller, monitorer, mesurer, avec plein de capteurs qui sont déployés. Ça peut être des caméras, mais ça peut être des portiques, ça peut être des dispositifs urbains qui analysent et qui contrôlent ce qui se passe en permanence. Donc ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on monte d'une marche et qu'on voit l'impact que ça a au niveau urbain. Et je voudrais juste démarrer avec peut-être une constatation qui n'est pas là pour choquer, mais qui est juste là pour faire ressortir une réalité, c'est que les attentats, c'est quasi exclusivement des villes. On entend rarement parler d'un attentat ou d'un acte terroriste dans les campagnes. Est-ce que vous pensez que quand on décide de vivre en ville et d'être urbain, il faut accepter moins de privauté pour plus de sécurité ? Je ne pense pas que ce soit le cas. On est tout de même, d'abord il y a un effet volume, on est tout de même dans une structure assez organisée. Et puis l'on voit que les terroristes s'attaquent à des symboles plutôt qu'à une ville en elle-même. On a vu dans un village français ce malheureux prêtre qui a été attaqué et tué. Donc non, il y a un effet volume, les villes sont sensibles. Et je pense que nous avons surtout la chance d'avoir des politiques qui prennent en main ce sujet et qui souhaitent avancer là-dessus, avec des acteurs très différents, mais coordonnés par le fait politique. Alors, on a commencé à parler de Big Data, de signaux faibles. Je voudrais que Cameron nous partage un peu de son expérience et des réalisations d'IBM en matière de couplage intelligence artificielle pour la supervision proactive permanente et dispositifs de capture d'images. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de grandes réalisations d'IBM dans ce domaine et des succès, de la manière dont vous le mesurez? Yeah, thank you. So when we talk about a city and surveillance, everybody likes to quote how many cameras. And I live in London. It has a lot of cameras. I think I read that the average person in London is on a camera 70 to 100 times a day. But obviously, as we saw from yesterday, that can't prevent incidents. So I think we have to then think about, okay, what happens with this data? Where is it going? Is there some guy who's looking at it all and gets really tired and goes for a break and then misses something? And this is where artificial intelligence systems come in. Or as IBM, we like to say, augmented intelligence, because we're not talking about artificial general intelligence where you're training systems to learn everything. These are going to be systems that are taught for a purpose. So we now have the technology to be able to obviously recognize faces, and we've had that for quite a while. The difference now is that systems are able to learn. So if one day you were looking to detect a certain type of car, the next day you need to detect a certain type of device or some sort of package, you can train these systems to look for that day to day. And they can get better and better over time. And then they can also learn from inputs from the humans, from their controllers, if you will. And so this match and this marriage between the professionals, the people who have the expertise, but don't have the capacity, don't have the endless capacity to go through all the data, and the systems that obviously do. This is where this marriage is important, and that's how you're going to be able to monitor and keep track of all this big data. Thank you. Jonathan, toi, tu développes une application de gestion des alertes publiques qui est Quidam, et donc tu es très sensibilisé à cette question puisque je pense que la plupart de tes utilisateurs sont urbains, mais peut-être que je me trompe. Et est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience et ce que tu as constaté?
Alors d'abord, les citoyens sont des citoyens dans la sphère privée, ils le sont dans la sphère publique, au regard de la responsabilité des autorités ou des institutions privées. Ils sont également des salariés d'entreprise, parfois en expatriation avec leurs femmes, leurs enfants. Donc un citoyen voyage, on n'est plus sédentaire aujourd'hui. Hier, il a été très bien dit lors du gala d'ouverture que la captation de l'information, le renseignement et l'information, c'est la première barrière au risque terroriste. Et cette captation de cette information, de ces signaux faibles, elle s'exerce grâce aux moyens mis en œuvre par les autorités de police, les caméras de surveillance, tous les objets dont on a parlé, mais elle ne peut pas s'exercer uniquement avec la technologie et dans un seul sens. Elle doit s'exercer aussi par les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas une caméra de vidéosurveillance derrière chaque citoyen. Par contre, il y a bien un citoyen derrière chaque citoyen. Et donc, il faut pouvoir associer la technologie à l'usage des médias sociaux. Et pour terminer, j'en fais une preuve très simple, c'est que tous ces signaux faibles sont d'ores et déjà aujourd'hui partagés sur les réseaux sociaux, avant même que les autorités soient prévenues. Il faut donc améliorer la communication entre ces entités. Merci Philippe. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, ça va être le prochain meilleur allié des polices municipales ? Est-ce que vous pensez qu'on peut demain envisager de déployer des systèmes de vidéosurveillance sans avoir ce type de technologie ? Et est-ce que vous pensez que le big data, ça sera finalement le meilleur gardien de la paix ? Alors on vient, il y a un informaticien comme moi là, qui a connu la carte perforée, a connu aussi les 10 ans où il ne fallait plus parler d'intelligence artificielle. Ça revient depuis quelque temps, là, c'est de nouveau à la mode. Est-ce que la machine va dépasser l'homme ? Ça, c'est des vieux sujets. Moi, j'ai quelques idées là-dessus. Ce qu'on fait en cybersécurité, c'est qu'on met en place des systèmes qu'on appelle des SOC, des Security Operation Center, donc des centres où on met des spécialistes pour gérer, superviser des grands systèmes. Les grands systèmes, ça va être demain 5 millions de voitures connectées, ça va être c'est de cet ordre-là. Et donc, on utilise l'outil, les nouveaux outils. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés en intelligence artificielle. Il y a le fait qu'on fait de la fouille dans des grosses bases de données et qu'on utilise de la donnée qui n'est pas vraiment rangée comme autrefois, quoi. Donc, et ces outils-là sont libres, hein, ils sont à la disposition de tout le monde. Donc, on a des gens d'ailleurs très, très forts en France là-dessus. Donc, je pense que l'outil est essentiel. Mais on a un gros problème qui est le nombre d'alertes qu'on va lever avec ces outils. Alors, j'avais travaillé sur un grand chantier parisien, le plus grand, vous voyez à peu près ce que ça peut être. Il y a aujourd'hui, on m'a dit, 1000 alertes par jour, 4 gendarmes. Donc, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'ils sont censés les lever toutes les alertes, des alertes de portes mal fermées, de choses comme ça. Donc vous voyez le problème. Donc ça va être de rendre la machine, il faudra toujours de l'homme, à mon avis. Hein, je ne pense pas que la machine, bon, mais je peux me tromper, mais je ne pense pas que la machine, les robots vont prendre beaucoup de pouvoir, mais les robots de ce type-là, il faudra toujours des hommes pour prendre les bonnes décisions. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est d'avoir le nombre d'alertes suffisantes pour voir les choses et puis de ne pas louper les choses importantes. Et donc vous avez raison, les réseaux sociaux, ça rentre aujourd'hui, c'est des données qu'on utilise dans ce genre de SOC. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données qui apparaissent sur les réseaux bien avant. J'ai regardé tout à l'heure ce système d'alerte. Ça c'est intéressant, ce genre de concepts sont intéressants. C'est-à-dire il va falloir faire le tri pour avoir... Alors il y a un endroit où ça va marcher, c'est dans la voiture connectée. Les gendarmes ont dit on aimerait bien pour tous les accidents avoir un peu de données avant l'accident. On pourra mieux comprendre les choses. Alors on n'ira pas jusqu'à faire comme Tesla qui fait remonter en permanence des données de toutes ces voitures connectées dans le monde. Ça ne sera pas accepté à mon avis. On va avoir l'occasion de discuter de ça en détail puisque c'est... Mais l'intelligence artificielle, oui, mais il y a encore beaucoup de travail de recherche. Ok, merci. Rafi, j'ai une question liée à votre longue expérience avant de rejoindre le Ternion. Vous pensez qu'on doit adopter une méthode particulière pour améliorer la performance de ces outils qui font de la surveillance urbaine de manière automatisée? My experience is primarily from a company called NDS, which was and is the world leader in pay television. And you may ask yourself, how is pay television related to security? First of all, it was bought by Cisco for $5 billion, so they thought there is something into it. And if you think about it, consider Canal Plus, in your case, or DirecTV, or Sky, or whoever. They are illuminating the whole continent basically from a satellite, and anybody could put a dish on the roof and receive the signal. So how come that somebody who didn't pay does not get to watch? The idea is that the content is all the time scrambled or ciphered, and only somebody who has the key, because he paid for it,
subscriber, pay video on demand or whatever, then they can decipher and watch. Now, this entails a lot of money, okay? Because I would love to watch it for free or to sell it to all my friends if I could. So hundreds of millions of dollars went into trying to break this system. And still, instead of that, for the last 17 years, this system has not been broken, okay? And the way it works is a combination of many, many things, but I would mention only 2 or 3 of them. One is, think of Castle Hill here in Nice. There is a castle on top of the hill, and around it there was a wall and maybe a moat, okay? Now, most of those castles were, broken into. So what you need is not one wall and one moat, but probably 5 or 6 of those of each, so that if it compromised 1 or 2 or 3, still there are more, things that prevent you from getting into the system. It's a matter of many, many layers of security. Second issue is you need to change all the time, okay? So in the case of NDS, every 3 or 4 years, we would change the smart cards that would go into the popular, like DirecTV or Sky and so on, with new security, with new things coming on, so that even if the pirates learn the old story, they can still not do it. And the third item is the human factor, if you would like. Just think of WikiLeaks or, the other cases where the security system might have been great, but still there is some person who is disgruntled or whatever, and he can bypass everything and take with him documents and so on. So in our case, we had a whole organization that would go into the hackers community. Whoever is from the Shabak knows Reuven Chazak, he was in charge of it. And they did wonders on, fighting from within. So the combination of many, many aspects that you do can get you a system that is really working and is really safe. So NDS is a great example of a system that has not been broken for 17 years and people can learn from it. Merci. Alors je voudrais amener la discussion sur un sujet qui est polémique et je le fais volontairement face à l'audience. On a beaucoup parlé de surveillance et des outils disponibles, que ce soit les caméras ou le big data, l'intelligence artificielle. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'action. Généralement, quand il y a les forces de police qui s'engagent, c'est pour neutraliser et faire disparaître la menace. On voit de plus en plus de robots de patrouille. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a déjà des exemples d'utilisation de robots de patrouille armés pour surveiller les frontières. Vous savez qu'il y a une grande question qui se pose sur l'utilisation des drones, notamment en situation de tir. Et donc, puisque ce sont des décisions de tir qui sont prises par des pilotes à distance. Et donc, je voudrais votre opinion sur jusqu'où doit-on aller en milieu urbain pour sécuriser les citoyens, et est-ce qu'on devrait aussi accepter de réfléchir sur la possibilité de mettre des robots patrouilleurs autonomes qui disposent de moyens de dissuasion, et si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que chez IBM, vous travaillez sur ce sujet? No, we don't have armed robots. No, that's not what we're working on. So this is, again, where we have to think about what are the activities that are meant for humans, and what are the activities that are meant for some sort of automation or artificial intelligence or robot, if you will. And so this is where at the point where we are now, at least at IBM, we believe that any of those critical decisions have to be made by humans. Humans have to be in the loop. So there's, maybe trivial tasks that can be automated through RPA, robot process automation. But, for example, we trained our system in the medical field, and actually it was the first field that we took the Watson system into. Trained it to become an oncologist, to detect different disease types and recommend treatment options. But there is always going to be a doctor overseeing and making sure that whatever was recommended was the right thing and was accurate. So that's why you're not going to, think of these as now advisors, recommenders, if you will, counselors for the professionals, whether it's the police officer, maybe somebody a robot or something can help them
figure out who the person is, but actually firing that weapon and doing something to harm, that's where we should start to draw the line. So there are no Robocops at IBM. Oh, we have robots, but they're not armed. Jonathan, tu penses que un robot pourrait faire un contrôle d'identité? Alors, je ne suis pas le plus expert pour parler de ce sujet-là, mais moi, je suis très content d'avoir 5 policiers municipaux devant la porte pour nous protéger plutôt que des robots, en tout cas à l'heure actuelle. Ce qu'il leur faut, en l'occurrence, c'est de pouvoir avoir une image rapide d'une situation d'urgence, et c'est, à mon avis, ça le sujet qui compte. Guéraud, jusqu'où on doit aller? La décision de tirer doit clairement être laissée à un humain qui a été formé à cela et qui est sur la scène, parce que le côté situational awareness, compréhension de la situation tactique, fait recours à beaucoup d'éléments que pour l'instant seul un humain peut avoir, donc ça c'est fondamental. Par contre, le développement des robots pour protéger nos forces de l'ordre, pour qu'elles puissent avoir une bonne compréhension du niveau de danger, est absolument fondamental. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il faudrait, semble-t-il, progresser le plus. Merci. Philippe? Le ministre de la Défense a fait un très beau discours il y a 3 semaines ou un mois à l'Assemblée sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est en ligne, il faut le regarder. Et à la fin, donc, il parlait beaucoup d'éthique. D'éthique. La 3e voie française, je crois que l'ANSSI et les affaires étrangères organisent à l'UNESCO le mois prochain quelque chose autour de la cyberpaix, une sorte de 3e voie, puisque le cyber est très agressif aujourd'hui, puisqu'on peut y exercer de la violence sans être attrapé. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup d'attaques. Et donc, à la fin de son discours, il disait, mais il parlait d'essaims de drones autonomes, puisque les États-Unis ont commencé des développements autour de ça. Et il a dit, il faudra aussi que la France puisse répondre à ça. Et ça, c'est un très bel objet de sécurité civile, un essaim de drone autonome. Moi, personnellement, je pense un peu, c'est comme le Penrose, c'est un grand physicien anglais qui dit que la conscience qu'on ne peut pas mettre la conscience dans des algorithmes, mais dans des robots. Je le souhaite. Sinon, on va se préparer à un avenir très sombre pour nos enfants. Merci. Rafi, est-ce que vous auriez accepté que votre identité soit contrôlée par un robot à l'entrée? Definitely for a first line, yes. I mean, because I'd say 95% of the people will get an okay because it's fine. And for the 5% who are not, then they should go into some kind of a second level, which should involve a human. So again, it allows the humans to focus on the exception, on the cases where it needs really decision as opposed to the automated part.